Bonsoir Arnaud Mercier. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, c'est à l'université Paris 2 Assas. On va revenir avec vous sur la crise de confiance qui secoue les médias. Ça a fait l'objet d'un baromètre annuel publié hier. Les Français n'ont jamais été aussi méfiants vis-à-vis des journalistes. Comment est-ce qu'on explique cela ? C'est le fruit d'un très long mouvement, parce que ce baromètre a la force d'être là depuis plus de 30 ans maintenant, et on voit qu'il y a des phases, qu'il y a des moments, par exemple la guerre du Golfe a été un moment d'effondrement total de la confiance, j'allais dire, vis-à-vis des médias, puis après ça remonte un peu, mais on voit bien que ça tourne autour de 50%, mais il y a beaucoup de gens qui sont défiants. Donc là, on est à nouveau dans un creux, parce que notamment il y a cette crise très forte sociale des gilets jaunes dans laquelle l'expression de la défiance vis-à-vis des journalistes s'est beaucoup exprimée et du coup ça crée un climat qui est effectivement extrêmement défavorable. Grande défiance vis-à-vis des journalistes et en même temps les Français se passionnent pour l'info puisqu'on a 2 tiers des Français qui le disent, qu'ils suivent les actualités avec intérêt. Oui, bien sûr, et y compris justement l'information sur les gilets jaunes. Oui. Puisque, effectivement, on va voir les émissions, beaucoup d'émissions de télé, on fait des records, BFM a fait des records d'audience. Donc oui, ce n'est pas incompatible, parce qu'on peut vouloir regarder, être très intéressé, et en même temps être très critique de ce qu'on a vu. D'ailleurs, on va regarder ces chiffres, et c'est exactement ce que vous dites. La télé qui est pointée du doigt, voilà, avec un score historiquement bas, seulement 38% de confiance, et en même temps, c'est là où les Français vont s'informer, puisque 64% des Français, sur les gilets jaunes en tout cas, s'informent grâce à la télé. Oui, alors c'est effectivement un média populaire, la télévision, donc c'est le premier média d'accès à l'information pour beaucoup de gens, et notamment pour les classes populaires. Et comme les classes populaires se sentent très proches des gilets jaunes, évidemment, on trouve la confrontation. Et on voit bien d'ailleurs les espèces de petites contradictions. Ils viennent interpeller des journalistes de BFM, oui, nous on ne vous regarde pas parce que vous êtes nuls, etc. Et puis ils donnent des détails extrêmement gros. Oui, là, vous avez dit ça, donc visiblement, ils ont dû le regarder quand même. Oui, il y a même des témoignages sur les réseaux sociaux où ils arrêtent de discuter en disant il faut que j'aille regarder BFM. Exactement. Voilà. Alors en même temps là on donne des tendances globales bien sûr dans les faits et en nuances on s'informe pas de la même manière selon son âge et selon qu'on soit cadre ou ouvrier. Absolument. Vous parlez de fracture générationnelle et sociale d'ailleurs. Oui, aujourd'hui on en est vraiment là, c'est-à-dire que le monde de l'internet a complètement transformé les modes d'accès à l'information avec l'accès à l'information par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter et autres, voire Snapchat, WhatsApp, des choses beaucoup plus encore obscures pour les personnes âgées, par exemple. Donc, effectivement, on voit bien que les modes d'accès ne sont plus les mêmes. Il reste quand même, si je peux me permettre, un point commun, c'est la télévision. Parce que même les jeunes regardent la télévision, mais ils ne la regardent plus forcément de la même manière. Parce qu'ils peuvent la regarder par morceaux, ils peuvent la regarder en décalé, ils vont la regarder sur un écran d'ordinateur et non pas sur l'écran de télévision. Donc, même la consommation de télévision, qui reste un peu fédératrice quand même, pas totalement, mais quand même, elle est aussi consommée autrement. Donc, il y a vraiment une fracture générationnelle. Et il y a des chiffres quand même stupéfiants. Je le donne, en tout cas celui le plus marquant, c'est le 1% des jeunes qui s'informent dans les quotidiens, qui lisent des journaux. Là, on voit que pour le coup, ce média-là est un petit peu abandonné par les jeunes générations. Oui, mais attention quand même, parce que ce chiffre masque autre chose. Ils continuent à lire des titres de la presse quotidienne, mais ils les lisent en ligne. Sur leur smartphone. Et ils les lisent, en ligne, ils les lisent dans leur version numérique. Donc, c'est effectivement, ils se salissent plus les doigts avec du plomb. Ça, c'est vrai. Et plus d'encre non plus. Voilà. Alors, on parle de crise de confiance vis-à-vis des journalistes. Ça se traduit, et ça s'est traduit aussi sur le terrain, avec des scènes très violentes, de quasi-lynchage parfois. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à ce moment-là ? Est-ce que vous l'avez vu venir ? Hélas, oui, parce que moi, je suis beaucoup intéressé à tout ce qui est réseaux sociaux numériques, parole publique et la manière dont les journalistes utilisent les réseaux sociaux, mais aussi la manière dont on utilise les réseaux sociaux pour s'informer. Et dans ce cadre-là, moi, ça fait 2 ans au moins que j'ai construit une petite collection de tweets, par exemple, dans lequel il y a le terme merdia ou journalope, ou la prostituée. Et donc, on voit très bien comment... La défiance qui s'installe. Oui, mais alors c'est plus qu'une défiance, justement. On avait la défiance, le regard critique, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la guerre du Golfe en 89, ça a été un effondrement de la confiance. Mais, donc ça vient de loin. Mais là, sur les réseaux sociaux, il y a l'expression d'une très forte animosité et qui commence à préparer le terrain à autre chose. Parce que quand vous commencez à insulter les gens,
c'est toujours l'étape préalable, indispensable, à commencer après à attaquer les gens. À attaquer, je veux dire, physiquement. Donc, si vous voulez, il y a un climat qui n'est plus un climat critique, qui est un climat de détestation, d'expression d'une forme de haine, qui peut même prendre des formes un peu irrationnelles, j'allais dire, parfois, et qui, du coup, là, aujourd'hui, a pu déboucher, hélas, sur des agressions physiques. Avec des scènes, du coup, d'extrême tension et des journalistes qui se déplacent exclusivement entourés de gardes du corps. Oui, on se croit dans des scènes de guerre, avec des fixeurs, etc. C'est hallucinant. Moi, il y a quelque chose, il y a une scène qui m'a beaucoup frappé lors de l'acte des Gilets jaunes à Bourges, où une jeune, sur son Facebook, le Facebook des Gilets jaunes du Cher, filme la reconduite avec quelques militants de 2 journalistes de BFM. Elle dit voilà, nous les expulsons, nous ne voulons pas d'eux, etc. Et vous voyez, tout ça dans le calme. Tout ça se fait sans violence, elle est contente d'elle, etc. Mais c'est d'une rare violence de faire ça. C'est une rare violence en démocratie de dire que nous pouvons éconduire des journalistes parce qu'ils n'ont pas le droit, ne serait-ce que de filmer. C'est très violent. Quelle est la solution? Quelle réponse? On entend différentes pistes, entre autres celle d'essayer de trouver d'autres canaux pour parler, se rapprocher de ces gens qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils voient à la télé ou dans la presse. Et justement, en parlant de nouveaux communications peut-être plus modernes, je pense à ce que propose Marlène Schiappa ce soir avec Cyril Hanouna sur C8. Co-animer un débat, c'est quelque chose quand même qui ne s'est jamais vu. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un mélange des genres risqué selon vous? Alors, il y a 2 questions, parce qu'il y en a une, c'est du côté des médias, et l'autre, c'est du côté des politiques. Du côté des politiques, moi, je pense que Marlène Schiappa, elle n'a pas tort d'essayer ça, puisque de toute façon, les Gilets jaunes n'ont plus confiance dans les politiques. Ils détestent encore plus les politiques que les journalistes, si ça peut vous consoler un peu. Et donc, effectivement, ils sont plus capables de les entendre. Donc, ils vont les chercher là où ils sont. 1 million de personnes qui regardent Absolument, et peut-être sans doute plus ce soir parce que ça a fait le buzz. Donc, elles vont chercher les classes populaires là où elles sont pour essayer de leur parler quand même. Hein. Donc, je trouve que, après tout, pourquoi pas. Mais du point de vue des journalistes, pour essayer de renouer la confiance, je crois qu'effectivement, c'est l'occasion, j'allais dire, il faut en faire une opportunité de cette crise, d'essayer de repenser les manières de tisser le lien et de retisser le lien. Ça passe par beaucoup de choses, ça passe par la transparence des conditions de fabrication de l'information. On voit beaucoup de sites, par exemple, qui font la boîte noire, qui expliquent aussi la fabrique de l'info. Ce que vous pensiez qu'il n'était pas nécessaire d'avoir à expliquer, parce que bon, voilà, ça c'est l'arrière-boutique. Excusez-moi, je vous coupe, c'est une solution aussi pour lutter contre les fake news, ces fameuses infox dont on a vu se multiplier avec l'avènement aussi des réseaux sociaux, bien sûr. Oui, absolument. Alors, les fake news, ils sont aussi un symptôme de cette crise de confiance vis-à-vis des politiques et des médias, parce qu'il y a une crise de politique vis-à-vis des sachants, donc on ne croit plus à la parole officielle, la parole publique, la parole des journalistes, et du coup, on va aller chercher de l'information ailleurs, dans des cadres qui sont beaucoup moins contraints, où les règles déontologiques ne sont pas du tout respectées, et on peut être la proie de beaucoup de manipulations. Alors, on a entendu parler du pacte de Marrakech ces derniers jours, et à nouveau des fake news, des infox sur le traité d'Aix-la-Chapelle, par exemple, cette information relayée sur le site Riposte Laïque, connu quand même pour diffuser de fausses vérités. Macron veut livrer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Et alors, on a même des détails concrets. Voilà, l'Alsace repassera sous régime allemand et la langue administrative sera l'allemand. On parlait aussi du pacte de Marrakech. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces fake news, entre ces infox, qu'on peut déceler comme ça? Oui, il y a beaucoup de points communs, surtout parce que là, ce sont des fake news politiques. Parce que je ne dirais pas tout à fait la même chose des fake news, par exemple, sur les questions de santé, les vaccins, etc. Mais sur les fake news politiques, il y a des intentions politiques derrière. Évidemment, ça sert des intérêts idéologiques. Et donc, on a affaire à des acteurs. C'est le cas de Riposte Laïque, qui est de ce qu'on appelle communément la fachosphère. Ce sont des gens pour qui la démocratie est détestable, les règles j'allais dire, de la civilité ordinaire et de l'échange sont détestables et pour qui tous les coups sont permis. D'où le fait de ne pas hésiter à fabriquer de façon extrêmement grossière des informations totalement fausses. En un mot, comment est-ce qu'on fait pour lutter efficacement, en tout cas chacun à son niveau? Est-ce que c'est, par exemple, regarder la source d'un article? Alors, c'est évident que pour lutter contre les fake news, tout le monde a sa part de responsabilité parce que nous sommes tous devenus, en quelque sorte, des journalistes et donc nous devons tous acquérir les réflexes, recouper ses sources, vérifier, aller vérifier avec un autre média. Exactement. Nous devenons tous des petits journalistes. Eh bien, merci Arnaud Mercier pour ces conseils de professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, Assas. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur le Venezuela qui a 2 présidents depuis hier. Ne bougez pas, Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions.